On ne va pas se mentir avec nos invités ce soir. On va commencer par les dames. Danielle Simonet, bonsoir. Bonsoir. Conseillère du Parti de gauche, conseillère de Paris du Parti de gauche. Merci d'être des nôtres. Déborah Munzer, bonsoir. Bonsoir. Maire adjointe et conseillère départementale du canton de Nogent-sur-Marne. Bonsoir à vous. Merci d'être là. Yannick Jadot, député européen écologiste. Bonsoir. Bonsoir et merci. Olivier Faure, député de Seine-et-Marne, porte-parole du Parti Socialiste. Alors, j'avais envie de dire, bonsoir Olivier Faure, et merci. J'avais envie de dire à Déborah Munzer qu'elle aurait fort à faire ce soir, puisqu'elle est la seule sur le plateau à représenter l'opposition, mais en même temps, êtes-vous vraiment la seule? C'est ce qu'on va voir avec les discussions qui vont suivre, puisqu'on va parler d'unité de la gauche, d'union, etc. Et je crois que Olivier Faure, vous aurez fort à faire aussi pour défendre la parole du Parti Socialiste et de l'exécutif. On commence par la conférence sociale. La CGT, cible de toutes les critiques aujourd'hui lors de cette conférence sociale organisée à la demande et à l'initiative de François Hollande. C'est la 4e du quinquennat. Le chef de l'État qui, dans un long discours, a défendu la nécessité d'un dialogue social soutenu, renouvelé, moderne. Mais dès ce matin, chez nos confrères d'RTL, avant donc de se rendre à la conférence sociale, il avait fait cette première mise au point concernant la CGT et le conflit d'Air France. Écoutez-le. Toujours un certain nombre d'observateurs, mais le dirigeant de la CGT n'est pas un observateur, qui veulent toujours qu'il y ait une marmite qui chauffe et qui explose. Non. Le conflit à Air France ne résume pas l'état de la France. Alors, réponse presque du tac au tac du leader de la CGT, puisque c'est lui qui était visé, c'est lui qui disait hier dans les colonnes de nos confrères du JDD que la marmite était sur le point d'exploser. Eh bien, il est tel invité de nos confrères de France Inter ce matin. Et voici ce qu'il répond au chef de l'État. Il y a un très fort mécontentement, il y a beaucoup de conflits sociaux, il faudrait que le président se tienne un peu mieux informé. Air France étant, entre guillemets, la vitrine de la réalité. Nous, on fait pas bouillir la marmite. On voit une situation qui se dégrade et on alerte. Alors, quand François Hollande dit Air France, ce n'est pas la France, je vais commencer avec vous, Déborah Munzer. C'est de la méthode Coué ou, comme dit M. Martinez, c'est parce que le chef de l'État ne va pas assez dans les entreprises? Non, si c'était de la méthode Coué, ça irait, et puis ce serait louable pour le coup. Non, je pense que c'est juste un mensonge. Je pense que comme nous tous, il a conscience des images qui ont été extrêmement violentes. Et beaucoup de Français, dont je fais partie en tout cas, ont été choqués. On a vraiment été choqués par ces images. On s'est rendu compte à la fois que les victimes ne sont pas forcément toujours celles que l'on croit. Et en l'occurrence, moi j'ai été touchée, même au-delà de choquée, par ces hommes torse nu et en train d'échapper à quelque chose de très violent. Danielle Simonet réagit immédiatement. C'est pourtant la réalité de ce que j'ai ressenti. Parce que franchement, ce qui est totalement choquant et la violence sociale dont parle Air France, c'est ces 2900 suppressions d'emplois qui sont imposées sans aucun dialogue social. Ça fait 9000 suppressions d'emplois depuis 2012. Elle est là, la violence sociale. Et franchement, moi, je suis, comme beaucoup de Françaises et de Français, je trouve que les salariés d'Air France, sont courageux de justement pas se soumettre à cette casse de l'emploi qu'on veut leur imposer. Et d'ailleurs, il y a eu un sondage qui a montré que 54% des Français comprenaient la colère sociale d'Air France. Mais au-delà de la question de la chemise déchirée, parce qu'on en a quand même beaucoup parlé, y compris sur ce plateau depuis 3 semaines, est-ce qu'Air France n'est pas tout de même, et je vais vous laisser répondre Olivier Faure, je pense que vous n'êtes pas d'accord avec cette assertion, mais est-ce qu'Air France n'est pas le symbole d'un dialogue social grippé dans notre pays? C'est sûr que Air France est quand même... Pour en arriver à déchirer des chemises, il y a eu vraiment plusieurs étapes. Mais Air France est quand même a comme principal actionnaire l'État. Donc c'est en cela que de les manières, même si on ne voulait pas que ce soit un symbole, c'en est un quand même, et on n'a pas le choix, et c'est l'État qui est en première ligne, et donc François Hollande... Parce que c'est l'État qui est responsable dans la casse des emplois d'Air France, en très grande partie, par ses choix stratégiques absurdes. Je ne vous dis pas le contraire, mais cette violence-là, elle est réelle, et effectivement, moi je trouve ça très symbolique. Que ce qui se passe à Air France, la difficulté entre direction et salariés d'Air France de dialoguer, discuter, trouver un terrain d'entente est une illustration de ce qui se passe dans l'ensemble des entreprises en France, comme le disait M. Martinez. Mais heureusement que non. D'ailleurs, cette chemise déchirée,
Ces chemises déchirées, elles ont fait parler d'elles parce qu'elles sont uniques en leur genre. Et c'est pas dans la tradition du mouvement syndical que d'aller déchirer les chemises des uns ou des autres. Et d'ailleurs, j'imagine que ce n'était pas prémédité et que c'est dans le feu de l'action que les choses se sont déroulées ainsi, mais sans volonté d'humilier et d'aller chercher à lyncher des dirigeants d'entreprise. Donc évidemment que ça ne se passe pas comme ça ailleurs. Et dans notre pays, il y a des centaines et des milliers d'accords chaque année qui sont conclus, entreprise par entreprise, autres branches, etc. Et heureusement que ça se passe comme ça. Donc c'est vrai que vouloir toujours résumer à une affaire spectaculaire, c'est... Oui, mais parce qu'encore une fois, là, on reste sur la question de la chemise déchirée. Moi, je suis vraiment sur les discussions entre direction et représentants des différentes catégories de personnel d'Air France qui, depuis 1 an, 2 ans, 5 ans, depuis la mise en place de tous ces plans de restructuration, aboutissent finalement à une telle expression de violence et tout ce qui se passe depuis cette chemise déchirée. Au-delà de ces chemises déchirées, est-ce que ce qui se passe dans cette entreprise n'est pas symbolique d'un problème dans la discussion entre direction et salariés dans n'importe quelle entreprise française? Si la question était limitée à Air France, je vous dirais sans doute, mais ça ne peut pas être généralisé et c'est quand même... Mais ça ne peut pas être limité à Air France non plus. Mais si, attendez. Il y a un problème de chez Air France. Il n'y a aucune autre entreprise en France qui a un problème. Que vous le vouliez ou non, ces 2 chemises déchirées sont maintenant un symbole pour les salariés, justement de la résistance. Parce que dans beaucoup d'entreprises, on casse l'emploi de la même manière qu'à Air France. On va laisser terminer rapidement Olivier Faure et on n'a pas entendu Yannick. Des conflits, il en existe partout. Et je ne nie pas la conflictualité sociale. C'est tout ce que je voulais vous entendre dire. Je dis simplement qu'on ne peut pas considérer que le dialogue social est rompu, brisé, impossible partout ailleurs. On ne considère pas ça. Ben si, c'était la question qui m'était posée, donc je réponds à la question qui m'est posée. Et quand la CGT ne participe pas à la conférence sociale. Est-ce que le grippage social interne à Air France représente ce qui se passe dans toutes les entreprises de France? La réponse, pour moi, est non. Yannick Jadot. Je crois que pour avoir un bon dialogue social dans ce pays, et on en manque terriblement, il y a plusieurs conditions. L'État qui, au fond, organise, encadre le dialogue social, doit être exemplaire de ce point de vue-là. Quand vous avez un ministre de l'économie comme Macron qui en permanence, d'une certaine façon, provoque les syndicats, les salariés, les fonctionnaires, ceux qui bénéficient encore de l'assurance chômage ou tout ça, vous ne créez pas, au fond, les conditions de confiance d'un État impartial qui va jouer de renforcement du dialogue social. Quand de la même façon, dans l'entreprise, je parle du cadre. Vous avez quand même une explosion de l'échelle des salaires. Donc de plus en plus d'inégalités dans les rémunérations au sein de l'entreprise. Vous avez une intensification dans beaucoup d'entreprises du travail. Ce qui fait que moins, au fond, à travers des conflits sociaux structurés, vous avez un mal-être et une souffrance au travail qui est aujourd'hui terrible dans beaucoup de secteurs de l'économie. Et donc, dans ces conditions-là, avec une absence de culture du dialogue social dans ce pays, au fond, on ne prépare jamais l'évolution des entreprises, on ne prépare jamais l'adaptation au nouveau monde. Je veux dire, le monde du dialogue social tel qu'il existe en France, c'est le monde de salariés qui vont avoir des CDI dans une entreprise de production pendant toute leur vie. On est dans un monde différent. Et donc, au fond, à la fois, on ne traite pas forcément des bons sujets, mais au fond, on ne traite pas du cadre pour avoir un dialogue social qui soit riche et qui permette à chacun d'avoir confiance. Alors, justement, je vois que vous voulez intervenir, Daniel Simonet, mais je vais vous donner la parole. Mais est-ce que le meilleur moyen de renouer le dialogue, vous allez nous donner votre avis sur cette question, c'est de taper sur la tête du premier syndicat de France, qui n'était pas à la conférence sociale ce matin. Alors Manuel Valls, ce soir, mettait en garde, je cite, ceux qui parient sur l'échec de tout dialogue. Et ce matin, François Hollande a ciblé directement la CGT dans son discours. On écoute le chef de l'État. Il est également commode pour d'autres de ne jamais s'engager à signer le moindre accord, en espérant d'ailleurs que d'autres le feront à leur place, tout en dénonçant dans le même mouvement les insuffisances du dialogue social. Le statu quo n'est plus possible. Et l'alternative, c'est la réforme ou la rupture, la rénovation du modèle social ou sa disparition. Réponse de Philippe Martinez chez nos confrères de France Inter ce matin.
Pour l'instant, c'est toujours le MEDEF qui arrive avec un texte. On est obligé de discuter à la marge d'un texte du MEDEF. Forcément, le résultat n'est pas forcément bon pour nous. Quand un accord est considéré comme bon par la CGT, il n'y a aucune raison qu'on ne le signe pas. Donc c'est un mauvais procès qu'on nous fait de dire la CGT ne signe jamais rien, la CGT fait la politique de la chaise vide. C'est un mauvais procès. On est toujours à côté des salariés, on écoute toujours ce que pensent les salariés. En tout cas, la CGT n'était pas à cette conférence sociale, Daniel Simonet. C'est quand même inouï la parole du président de la République. La CGT, c'est la première organisation syndicale représentative dans le secteur public comme dans le secteur privé. Et François Hollande dit carrément que si la CGT boycotte, c'est parce qu'elle espère que d'autres organisations syndicales vont signer les accords à sa place. Je veux dire, François Hollande est totalement sur une autre planète. Il essaye vraiment de rouler l'ensemble des salariés dans la farine. La CGT, quand elle boycotte, il y a aussi Solidaire qui boycotte. Force ouvrière et la FSU qui étaient présentes à cette conférence sociale en sont sortis très mécontents parce qu'en fait, on n'est pas dans un dialogue social, on n'est pas dans une conférence sociale, on est dans une conférence libérale, une conférence patronale, puisque finalement, à chaque étape, c'est sur la base des textes du MEDEF que les choses se discutent. Et là, c'est carrément une remise en cause. La discussion de partenaires sociaux. Oui, mais c'est quand même le projet de loi qui veut remettre en cause la hiérarchie des normes et veut carrément remettre en cause un siècle d'acquis du mouvement ouvrier sur le code du travail. C'est extrêmement grave en remettant en cause la supériorité de la loi sur la base des contrats. Est-ce que la loi ne Donc doit c'est pas s'adapter une inversion historique extrêmement grave. Ça n'est tout sauf le socialisme. Parce que la CGT apparaît, je vous donne la parole Déborah Menzer, la CGT apparaît quand même comme ce syndicat qui dit non. Qui dit non à la plupart des grands accords intervenus, par exemple la réforme des retraites complémentaires encore il y a quelques jours, Déborah Menzer. C'est un syndicat qui dit non, mais qui disait oui et qui appelait à voter franchement pour le candidat Hollande en 2012. Par ailleurs, je crois me souvenir que le candidat Hollande avait aussi fait une promesse à Jean-Luc Mélenchon, en tout cas c'est lui qui la raconte, hein, dites-moi si je me trompe, sur justement une loi sur l'amnistie des violences syndicales. Ouais, voilà. Et du coup, c'est vrai que là aujourd'hui, pardon, je vais être un peu vulgaire, mais je pense pas du tout comme vous, évidemment, Daniel Simonet. En revanche, je ressens ce point de vue de la CGT qui est vraiment l'impression d'être cocu et de payer la chambre. C'est-à-dire le fait de pas comprendre ce qui se passe, de pas comprendre effectivement Emmanuel Macron et tout ça, avec qui moi je suis par ailleurs plutôt d'accord sur certaines choses. Je considère aussi comme vous qu'il faut anticiper la société de demain qui va vers une société de moins en moins salariée et que donc le code du travail et aussi le syndicalisme doivent plus que se réformer, mais doivent se rénover. C'est votre rêve libéral. C'est mon rêve libéral, mais mon rêve libéral, si vous voulez, c'est pas tellement pour que ce soit un monde horrible où tout le monde se bat les uns contre les autres. C'est juste pour trouver une protection sociale adaptée au monde. J'ajoute à votre propos qu'Emmanuel Macron est plébiscité par la plupart des Français, de gauche comme de droite, Yannick Jadot. En tout cas dans les sondages. Non, c'est M. Mélenchon qui est la personnalité la plus appréciée dans les sondages. Ah oui. Comme quoi les Français sont donc pleins de contradictions. Oui. Yannick Jadot. Il y a encore quelques temps, c'était Jacques Chirac. Et pourtant, il n'y avait pas grand monde qui souhaitait qu'il fasse un deuxième mandat. Donc, souvent, Français varient. Comme quoi. La CGT signe beaucoup d'accords dans les entreprises. Faut arrêter d'en faire le syndicat du non. Sur le terrain, ça n'est pas la réalité. Deuxièmement, moi, je regrette qu'il n'y soit pas allé. Je pense qu'il faut toujours y aller, y compris, comme l'ont fait d'autres, pour critiquer le résultat et pour critiquer ce qui apparaît moins, au fond, comme l'amorce d'une négociation, ces conférences sociales, qu'une opération de communication où, au fond, on parle beaucoup, mais on ne commence pas vraiment à dialoguer, on ne se donne pas un agenda précis, co-construit. Parce que c'est ça le sujet. Le dialogue social, c'est pas l'État dit vous vous organisez, je vous dis ce que vous devez faire, et si dans un temps très réduit vous ne le faites pas, je décide à votre place. Je considère qu'une société vraiment démocratique est une société qui arrive à se passer beaucoup plus de l'État que ce qu'on fait en France. Bon. Mais, encore une fois, il faut créer les conditions du dialogue social. Aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies et je pense que les interventions contre la CGT aujourd'hui vont encore, d'une certaine façon, enquister le conflit et ne vont pas favoriser le dialogue social. Et je trouve dommage de ne pas voir... Quand Hollande y défend le dialogue social, moi j'adhère à ce qu'il dit sur le principe. Mais au fond, quand après il tape sur la première centrale syndicale et que
dans sa politique, il n'y a pas de cohérence entre cette volonté de déléguer une responsabilité et au fond la politique économique et sociale qu'il poursuit, ça crée un hiatus qui est aujourd'hui difficilement réconciliable, on le voit bien. Alors on va écouter juste après la petite pause publicitaire la réaction d'Olivier Faure à ses propos nombreux. A tout de suite. Deuxième partie dont on ne va pas se mentir. On est toujours avec Danielle Simonette, conseillère Parti de gauche de Paris. On dit Simonet ou Simonette d'ailleurs? Simonet. Simonet, très bien. Et coordinatrice du Parti de gauche. Coordinatrice du Parti de gauche. Déborah Menzer, maire adjointe et conseillère départementale du canton de Nogent-sur-Marne. Olivier Faure, député de Seine-et-Marne et porte-parole du Parti socialiste. Et Yannick Jadot, député européen écologiste. On parlait juste avant la coupure pub, et vous êtes l'auteur de ce livre donc, dont on vient de voir la couverture, Climat, la guerre de l'ombre, aux éditions. Le passager clandestin. Le passager avec clandestin. Plein d'illustrations de Léo Kévrieux. Voilà, effectivement, ces éditions publient beaucoup de textes de ce type. On parlait avant de s'interrompre de la conférence sociale, des attaques selon vous, enfin selon plusieurs personnes autour de ce plateau, de François Hollande contre la CGT, des difficultés du dialogue social en France. Vous n'êtes pas intervenu, Olivier Faure, vous écoutiez d'ailleurs assez attentivement tout ce qui se disait. Mais oui, parce que je vois bien que on reproche aujourd'hui à François Hollande un peu tout et son contraire. Sur cette conférence sociale, vous avez la droite qui dit ça ne va pas assez loin, on a refusé de mettre le contrat de travail sur la table, de mettre le SMIC, de mettre les 35 heures, et donc c'est insupportable. Et à gauche, on dit, à gauche de la gauche, on dit c'est une trahison, on est en train de parler avec le patronat et c'est horrible. Qu'est-ce qu'elle demandait de faire, cette conférence sociale? Elle vient sur 3 sujets qui sont des sujets majeurs. Nous sommes dans une nouvelle révolution industrielle, et donc on évoquait très simplement les 2 grands sujets d'avenir que sont la révolution numérique, et donc comment ça va impacter la vie dans les entreprises. Deuxième sujet, la transition énergétique, donc cette nouvelle énergie que l'on souhaite plus durable, et donc comment est-ce qu'on fait pour arriver à conjuguer la question de la préservation de l'environnement et la question de la croissance. Et puis, troisième point, dans un univers qui est en train de changer, où la précarité a fait son nid malheureusement trop souvent, eh bien, comment est-ce qu'on fait pour arriver à préserver malgré tout les droits des salariés en créant ce fameux compte personnel d'activité, qui est une revendication qui a été longtemps portée par la CGT. Et donc, nous sommes dans une situation un peu ubuesque. Oui, mais ce qu'on le retient surtout du discours de François Hollande, ce sont ses attaques contre la CGT. Mais c'est pas une attaque. Il dit simplement que dans la vie syndicale, politique, dans la vie tout court, la politique de la chaise vide, c'est jamais une bonne politique. Pourquoi? Il suffit d'écouter, de lire Nicolas Sarkozy ces jours derniers dans Les Échos, quand il appelle lui-même à dépasser ces organisations syndicales qui bloquent tout. Et donc, il prendra prétexte demain de cette position de la CGT pour dire faisons des référendums dans les entreprises, organisons en fait le démantèlement progressif des institutions représentatives du personnel. Et donc, voilà ce qui pend au nez de la CGT. Pas avec nous. Nous, on est plutôt, on est conciliants. On est même, enfin, on est dans une situation. C'est mignon. Mais c'est une vérité. Alors, moi, je suis différemment. Vous avez l'impression que le président pense différemment. Moi, je suis un social-démocrate. Social-démocrate, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis d'abord pour que nous puissions laisser s'organiser un rapport de force dans la société qui soit ensuite arbitré par la négociation et puis ensuite par la loi. Et donc, je n'ai pas de problème avec la CGT. Je dis simplement que la politique de la chaise vide n'est pas une bonne politique et que je considère qu'aujourd'hui, ils font fausse route en ne venant pas défendre les salariés face au MEDEF, face au patronat de manière générale. En tout cas, la CGT a manifestement un problème avec François Hollande. Il y a eu cet incident la semaine dernière quand un ouvrier CGT des chantiers navals de Saint-Nazaire a refusé de serrer la main du président. Le chef de l'État a réagi ce matin dans son discours à cet incident avec un message à double détente. Premier rideau, le tacle à celui qui n'a pas voulu le saluer. Sous-texte, un Nicolas Sarkozy se cache dans ses propos. Saurez-vous le trouver? Un syndicaliste vient vers moi et veut me parler d'une autre entreprise. Je peux l'entendre, Air France, parce qu'il y a un conflit, qui doit d'ailleurs être réglé par le dialogue social. Il préfère ne pas me serrer la main. Je vais m'en aller. Je vais prononcer une phrase, vous savez, il y en a eu, qui pourrait être également regardée comme vulgaire ou grossière. Sûrement pas. Moi, je le regarde en face. Il veut me parler, qu'il me parle. Il ne veut pas me serrer la main, tant pis pour lui. Parce que dans la vie, celui qui manque de respect, c'est celui qui commet la faute, pas celui qui est l'objet de cette indélicatesse. Danielle Simonet.
Oui, je pense qu'il fait référence à la phrase «Casse-toi pauvre con», évidemment. C'est pas difficile à décrypter. Mais franchement, je pense que François Hollande ne réalise pas à quel point sa politique qu'il mène et qui encourage, et dont se félicite d'ailleurs le MEDEF, est vécue comme une violence très forte de la part de milliers d'hommes et de femmes, que ce soit celles et ceux qui ont perdu leur emploi, ceux qui subissent une précarité. Et vous disiez, Monsieur Faure, que cette conférence sociale, elle devait parler des grandes questions cruciales, et notamment la question des emplois liés à la nécessaire transition énergétique que nous devons engager. Moi, j'ai une question à vous poser. Pourquoi le gouvernement abandonne-t-il l'entreprise Nexis, cette filiale d'EDF? Vous savez, c'est une entreprise qui est dépositaire d'un procédé innovant, extrêmement important, puisqu'il s'agit de panneaux photovoltaïques intégrés aux fenêtres qui permettent à des bâtiments d'être autosuffisants énergétiquement, de pouvoir produire eux-mêmes de l'énergie. Donc, quand on voit l'enjeu de la sobriété énergétique, il fallait sauver à tout prix Nexis. Ce gouvernement, alors qu'il y a des milliers d'emplois et qu'il y a une utilité écologique évidente, moi je suis attachée à justement l'éco-socialisme. C'est-à-dire, je pense qu'il faut qu'on repense nos modes de développement, il faut relocaliser une industrie qui correspond aux besoins écologiques. Pourquoi le gouvernement abandonne-t-il Nexis? La réponse d'Olivier Faure. J'ignore, je ne connais pas la société Nexis et donc je ne peux pas répondre sur ce sujet en particulier. Mais ce que je sais, c'est que ce gouvernement, et ça a été les débats de la loi de finances qui se sont tenus cette semaine jusqu'à ce soir et qui ont fait la démonstration que jamais un gouvernement, depuis 20 ans, n'avait fait autant dans le domaine. Avec l'écart Macron. Mais écoutez, si c'est possible d'avoir une discussion où on ne s'interpelle pas comme ça. Moi, ce que je vous dis, c'est que depuis plus de 20 ans, il n'y a jamais eu un gouvernement qui a mis autant sur la question environnementale sous toutes ses formes. Et c'est encore ce gouvernement... du ministre de l'écologie... du budget de l'écologie dans le projet de loi de finances 2016. Ça tombe bien, on a un écologiste sur le plateau. Non, vous en avez deux. Oui, non, mais vous en avez deux. C'est vrai. Non, c'est vrai. Voilà. Vous en avez trois, je le suis aussi. Ah non, pas vraiment. Ah bon, écoutez. Non, je ne trouve pas que la politique du gouvernement soit écologique. Il faut qu'on avance un petit peu, s'il vous plaît, très très rapidement. Merci. Ce que la rapporteure générale du budget a montré dans sa démonstration en loi de finances, c'est que jamais, quand on prenait, additionner à la fois le budget de l'environnement, mais aussi toutes les taxes affectées, toutes les pénalisations, etc., tout ce qui permet de produire une politique écologique, eh bien, pour la première fois, nous avons un budget qui est effectivement dans une forte progression et que donc c'est faux. On a. Mais c'est sûr que si. C'est sûr qu'Yannick Jadot est d'accord avec ça. Quand on fait la convergence diesel et essence. Est-ce que ça doit être... C'est pas dans le budget de l'environnement. C'est pas dans le budget de l'environnement. On y vient. Alors, Yannick Jadot, c'est pas dans le budget de l'environnement. Il n'empêche que c'est quand même une politique écologique. C'est pas du tout effectif. Un mot d'Yannick Jadot, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Olivier Faure. S'il vous plaît, Olivier Faure. Pour l'instant, elle n'est pas dans la loi de finances non plus. Non, la contribution climat-énergie, pour l'instant, n'est pas dans la loi de finances. Il y a une réduction de fait du budget qui se traduit aussi par une réduction des personnels. C'est quand même difficile d'expliquer que de supprimer 700 postes au ministère de l'écologie renforce la capacité de ce ministère à porter ses missions. Le fait de réduire le budget prévention des risques, après ce qui s'est passé à Mandelieu, ou le budget météo, quand on accueille la grande conférence sur le climat, c'est compliqué à justifier. Mais moi, ce que je regrette, c'est qu'au fond, c'est vrai que là, il y a un dialogue social extraordinaire engagé. Parce qu'au fond, la France, souvent pour de très mauvaises raisons, s'est obsédée sur la question du nucléaire, s'est obsédée sur des géants de l'énergie comme Total ou GDF Suez, et qu'au fond, on est d'abord dans la défense de ces emplois qui correspondent à une économie énergétique qui détruit le climat et qui va mal, alors qu'il y a devant nous des 10 fois plus d'emplois autour des économies d'énergie et des énergies renouvelables. Le problème, c'est que le lobby des emplois existants, il existe. Mais le lobby de tous les emplois à venir, il n'existe pas encore. Et justement, le dialogue social... À nos assises écosocialistes. Non. C'est intéressant. Oui, mais d'accord. Avec des industriels et des salariés. C'est gentil. On va parler de l'union de la gauche et des écologistes. Comment ça se passe, la transition énergétique. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, dans le débat politique, dans le débat du dialogue social, tous ces emplois des énergies renouvelables, des économies d'énergie qui passent d'abord par les artisans, les PME, les TPE, sont très mal représentés à la fois par le MEDEF et très mal représentés par les syndicats. Donc au fond, on avance assez mal. Peut-être qu'ils ne sont pas assez par les écologistes qui ne sont pas au gouvernement aussi.
Non, mais ça serait trop facile. Parce que vous savez, on a été 2 ans au gouvernement, on a perdu sur l'écotaxe, on a perdu sur beaucoup de choses. Donc il ne suffit pas d'y être ou de ne pas y être. Soit on considère qu'il y a un enjeu énorme, social, de réindustrialisation, de remettre de l'activité économique sur nos territoires. Parce que de l'activité économique sur les territoires, c'est des emplois, c'est des services publics, c'est de la culture et c'est de la démocratie. Soit on considère que c'est un enjeu essentiel et on y va tous, mais ce n'est pas la question de la participation gouvernementale qui règle ça. Bon, je ne vais pas réouvrir le débat, d'autant plus qu'on va en parler là, figurez-vous, puisqu'on va parler du référendum de la gauche organisé pendant 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Et pour vous en parler, on a fait appel au grand philosophe, ou en tout cas à une grande chanteuse, Grace Jones. Et oui, top, le monde est top, en tout cas dans les yeux de Jean-Christophe Cambadélis, qui voit dans le référendum de, je cite, de la gauche et des écologistes, donc on apprend que les écologistes ne sont pas de gauche, il trouve que c'est un top, une réussite. La preuve, plus de 250 000 votants, dont 90% ont répondu oui, peu importe qu'on ait pu voter 10 ou 15 fois par Internet, peu importe que certains aient voté à leur insu. Pour Jean-Christophe Cambadélis, la vie est en rose, tout va bien. Qui a dit qu'un éléphant, ça trompe énormément, ou ça se trompe énormément? C'est pas nous, je vous assure, Jean-Christophe Cambadélis. Eh bien, c'est un succès. 251 327 votants. Le top, pas le flop. Autant. Voilà, c'est un top, pas un flop. Donc bon, on a arrêté de parler comme ça depuis 1986, mais c'est pas grave. Il y a des émissions sur le football où on fait encore beaucoup les tops et les flops. Absolument, et il y a même une émission sur le 8 qui s'appelle Le Grand 8 dans laquelle on fait le top et les flops. Justement. Je suis étonné qu'on puisse en rire, en réalité. Il vaut mieux en rire qu'en pleurer, non? Je vais vous dire pourquoi. Oui. Parce que ici, vous avez des gens qui n'ont la participation citoyenne à la bouche que pour nous expliquer que c'est formidable et que une pétition à 5000 personnes, c'est extraordinaire. Une pétition sur Internet à 100 000, c'est un triomphe. Et là, vous avez un vote sur 3 jours, 250 000 personnes, et ça n'est rien. Oui, mais vous savez bien que les conditions du vote sont très discutables. Vous pensez que les pétitions elles se font comment? Est-ce que vous pensez vraiment que quand vous avez des pétitions, quand vous avez par exemple les pingouins ou les autres machins, enfin tous ces animaux qui sont venus, les pigeons, qui sont venus à un moment donné faire des pétitions en ligne, est-ce que vous pensez que c'était contrôlé? Est-ce qu'on avait quelque chose? Là, c'était contrôlé en l'occurrence, parce que vous ne pouviez pas voter plusieurs fois avec la même adresse email. Non mais, et donc, c'est une blague. C'est une blague. Non, c'est pas une blague. Vous savez très bien qu'il fallait. Il y avait une validation qui était demandée systématiquement à la personne qui... Vous avez demandé à Candy et à Goldorak de valider leur signature. On a demandé... Attendez, le nombre d'onomatopées qu'il y a. On a reçu Emmanuel Cos hier, qu'il y ait des gens qui cherchaient à ironiser sur un scrutin qui les gênait, c'est possible. Mais pourquoi ils ont cherché à ironiser? Moi, ce que je dis, c'est qu'à ce niveau de participation, c'est un fait politique. Et donc, on peut toujours rigoler. Mais si vous rigolez de tous les votes, moi, je demande simplement une chose. Madame Simonet qui rigole beaucoup, mais les votes au parti de gauche, c'est combien de personnes? C'est 10, c'est 20, c'est 30 000? Même pas, c'est 5 000 peut-être. 250 000. Moi, je voudrais qu'on ne méprise pas. Vous savez à combien, vous savez à combien de voix a été décidé dans le Nord-Pas-de-Calais, Picardie, le fait de ne pas aller avec les socialistes alors qu'ils dirigent ensemble la région depuis 18 ans? À 250 voix. 250 voix. 250 000. Qu'est-ce que vous préférez? Moi, je préfère effectivement 250 000 voix à 250 voix. Je trouve que ça a plus de représentativité et plus de force. Alors, je voudrais juste dire, je vous donne la parole à Yannick Jadot, je voudrais juste dire que nous avons reçu Emmanuel Cos hier sur ce plateau, qui est quelqu'un de sérieux, qui est quelqu'un de fiable et qui fait attention à ce qu'elle dit, et qui nous a fait remarquer qu'elle avait voté à son insu, qu'elle avait reçu un message de félicitations et de remerciements pour avoir voté alors qu'elle n'avait pas l'intention de vraiment, je voudrais soulever cette histoire-là parce que nous allons porter plainte, y compris là-dessus. Mais on pouvait très bien voter avec l'adresse email d'Audrey Pulvar et dire je m'appelle Audrey Pulvar et je vote, etc. Mais simplement, ensuite, quand on avait validé, le mail était adressé sur votre vraie adresse mail et donc c'était à vous ensuite de valider votre vote. Si vous ne validiez pas, le vote n'était pas pris en considération. C'est exactement la même chose quand vous avez perdu votre code sur Google, etc., sur Gmail. Yannick Jadot. Alors, Yannick Jadot. Il ne faut pas comparer des votes internes à ce qui a été présenté comme un référendum. Quand on a aussi bien réussi une primaire, et je le dis sur 2011, quand on a réussi un exercice démocratique incroyable qui était cette primaire, et j'en étais pas
tort, puisque c'était pas ma formation politique, et que au fond, après, on se reprojette sur un référendum et qu'on ne garantit pas les conditions d'un scrutin surveillé par la CNIL et tout ça, je pense que c'est une erreur. Mais surtout, laisse-moi finir. Je pense surtout que c'est une erreur politique. Parce qu'au fond, nous subissons tous ce référendum qui n'a pas de perspective politique, puisque les stratégies des différentes forces politiques ont été actées. Et au fond, là, le seul objectif de ce référendum, c'est de construire le message politique de la défaite. Mais là, en et ça, je finis. Sur Nord-Pas-de-Calais, la stratégie est validée par 300 personnes. Mais c'est les militants d'Europe Écologie qui ont voté. 300 personnes. Mais oui, mais c'est les militants d'Europe Écologie qui ont toute la légitimité. Ils n'ont pas voté par Internet. Ils étaient là. En 2010, on a gagné 20 régions en construisant l'addition des forces spécifiques des formations politiques, de leur spécificité, de la richesse, en s'alliant après au second tour pour gagner les régions. Vous parlez du Nord-Pas-de-Calais. Si on faisait une alliance d'union, quand on regarde les enquêtes d'opinion, on serait 6 à 7 points en dessous de l'addition des forces politiques. Donc il ne faut pas essayer de construire la communication de la défaite. Aujourd'hui, il faut aller, quand on a un électeur sur deux qui est prêt à ne pas aller voter, il faut aller chercher cet électeur sur des solutions à leurs problèmes. Déborah Manzer. Oui, non, il n'y a pas que des gens contre la gauche, donc de droite, du centre ou éventuellement d'autres partis de gauche qui ont trouvé que ce référendum était une mascarade et était complètement, en non-ri, etc. Donc c'est pas la peine de nous crier dessus parce qu'on rigole par rapport à ça. Je dis simplement que ne rigolez pas des votes parce que vous êtes passé d'une démocratie participative à une démocratie ludique. Le sait bien, lui qui a fait des pétitions pendant des années avec Greenpeace, il sait très bien que quand il présentait ses pétitions, il disait que ça avait une valeur. Mais très bien, mais c'est pas ce que vous avez fait. Vous avez fait un référendum avec des affiches partout. Je veux juste finir. Laissons parler Déborah Manzer. Merci. Vous êtes vraiment passé d'une démocratie participative à une démocratie ludique. C'était risible, mais pour de vrai, y compris. Oui, c'était ludique. C'était ludique. Oui, non. Les listes sont effectivement déjà faites dans la plupart des cas. Ça s'appelle comme ça. Mais c'est pas ça. Les listes étaient déjà faites dans la plupart des cas. Les alliances étaient déjà construites ou pas dans certains autres. C'est intéressant. Et attendez. Et juste, c'est la réaction en fait de Jean-Christophe Cambadélis, c'est-à-dire quand on voit ces images après coup, c'est là qu'on rigole, mais on n'a pas le choix, le décalage est trop important et je n'ai pas ri qu'avec mes petits camarades de droite et du centre, j'ai ri avec des amis socialistes, j'ai ri avec des amis de gauche qui ont voté pour Hollande et qui probablement revoteront pour lui si demain Hollande se représentait, et j'ai ri aussi avec eux, c'est-à-dire que ça fait rire tout le monde. C'est le référendum en lui-même qui fait rire. Mais vous que comprenez, les gens... c'est pas le... Ce référendum... Face à la droite et l'extrême droite. Les 5400 votants, par exemple, sur Paris, alors que... moi, je me souviens, en 2008, parce que j'ai quitté le Parti Socialiste en 2008 comme M. Mélenchon, il y avait 10 000 adhérents dans la Fédération de Paris. On a 5400 votants sur Paris, et vu le nombre de bureaux de vote qui ont été annoncés, ça veut dire que sur 3 jours, il y avait 12 votants par bureau de vote et par jour. Donc voilà la réalité de la capacité de mobilisation. Moi, j'ai croisé beaucoup de militants socialistes qui nous ont dit que de toute façon, ils étaient tellement déprimés qu'ils ne voulaient pas y aller et qu'ils n'allaient même pas voter. Le problème, c'est que, oui, non seulement à travers ce référendum, M. Cambadélis est en train de donner les explications de sa future défaite aux élections régionales, parce que le vrai référendum, il va avoir lieu dans les urnes. Et je pense que oui, dans les urnes, le peuple de gauche va sanctionner ce gouvernement. Parce que ce gouvernement, il mène une politique de droite. Le peuple de gauche et les écologistes va voter pour des élus qui changent la vie des gens, quoi. Donc, oui, et d'ailleurs, il y a plein de régions où, justement, il y a une alliance qui se fait de façon autonome du Parti Socialiste. Je prends un certain nombre de régions. Je pense par exemple à Midi-Pyrénées, où on a toutes les forces du front de gauche, Europe Écologie Les Verts, des démarches citoyennes qui se retrouvent ensemble pour d'abord faire de la politique autrement. Faire de la politique avec une implication citoyenne, avec des méthodes de l'éduc-pop, avec une charte éthique, avec un attachement au non-cumul des mandats, avec un attachement finalement à est-ce qu'on peut inventer et reprendre le pouvoir, reprendre en main notre destin, et avec des hommes et des femmes qui aimeraient bien qu'on passe enfin à une 6e République, avec des hommes et des femmes qui aimeraient bien qu'on repense totalement et nos modes de développement par rapport à l'urgence écologique et la redistribution des richesses par rapport à l'urgence sociale. Olivier Faure, ça a servi à une chose, ce référendum. Ça a permis quand même de faire la clarté sur un certain nombre de positions. Et... Pardon. Mais oui, mais on y vient. Ne riez pas. Non. Pierre Laurent, Parti communiste, a dit qu'il était pour l'union au second tour.
Il a dit avant le référendum et il ne le dit plus maintenant. C'est possible de parler finalement. Bah oui, mais c'est faux. Il a dit avant votre référendum, il ne le dit plus maintenant. Qu'est-ce que dit Pierre Laurent et le Parti communiste français? Le soir du premier tour, le soir du premier tour, dans nos listes, le soir du premier tour, précision, le soir du premier tour, les forces du Front de gauche, dans des assemblées régionales représentatives, prendront les décisions démocratiquement sur la stratégie qu'il faudra opérer pour le deuxième tour. Donc ne faites pas dire des fausses choses. On va laisser Olivier Faure terminer. Ce que je vais dire simplement, c'est que Pierre Laurent, parce qu'il y avait un référendum, Emmanuelle Cos, très directement liée au référendum, a exprimé une position qui est une position claire aussi. Elle a dit « Je défends l'autonomie au premier tour, mais je suis pour la fusion des listes au second tour ». Madame Simonet, hier dans le journal du dimanche, elle dit pas du tout ça. Elle dit « Le second tour, mais pas du tout, on verra bien. Moi, si on fait 10% au premier tour, les voix, peut-être que je les garde et que je me maintiens au second tour. » Donc, il y a une vraie différence de conception. C'est pas moi qui garde les voix. Est-ce que vous pouvez comprendre que les gens n'obéissent pas à des injonctions d'appareils politiques? Si vous voulez parler toute seule, faites des décisions toute seule. Mais si vous voulez parler avec les autres, essayez de dialoguer. Parce que c'est quand même ça, la démocratie. C'est possible de finir. Et de faire dire aux gens mais je ne fais pas dire, mais il suffit de vous lire. D'accord que ces positions-là, elles étaient déjà actées avant le référendum. Non, la position apporte la clarté. Met en scène les divisions plutôt que de dire dans une élection. Mais il y a 2 tours où il y a une proportionnelle, il est normal que chaque mouvement politique aille chercher au maximum les électeurs sur ses forces et qu'après on construise ces coalitions. C'est ça le jeu démocratique. C'est effectivement pas facile ce soir, mais je vais continuer quand même. Pour dire que l'autonomie des écologistes au premier tour, elle n'a pas posé de problème dans les scrutins précédents. Et on ne nous a jamais posé de problème. Cette fois-ci, il y a des situations très particulières qui sont des situations liées à la présence du Front National qui peut l'emporter. Et on sait très bien que la dynamique de premier tour est une situation particulière. Premier point. Deuxième point, il y a l'alliance avec le parti de gauche, dont vous savez très bien qu'il ne défend pas la même position que vous sur cette question-là et qu'il défend une position qui est une position caricaturale, qui est une position de il vaut mieux faire perdre la gauche pour pouvoir reconstruire derrière autre chose plutôt que d'être en situation de s'allier avec des socialistes qu'on considère comme des traîtres. Et donc, c'est la clarification qui était attendue de ce scrutin et elle est en partie apportée par les positions différentes que vous défendez. C'est très bien. Tu sais bien que dans le Nord-Pas-de-Calais, Picardie... Du coup, tutoiement. Mais oui, moi j'ai pas de souci. Je fais pas la télé différente que dans la vie. Non, c'est pas ça. Ça fait très cuisine interne depuis 3-4 minutes. Non, mais c'est intéressant, c'est intéressant. C'est pas seulement la cuisine, c'est construire des majorités, c'est pas de la cuisine. Non, bien sûr, mais sur les idées, c'est important. On peut parler d'idées. La réponse est la réponse est divergence, vous en parlez pas. Tu sais bien aussi que dans le Nord-Pas-de-Calais, Picardie, comme dans le PACA, il y a aujourd'hui une situation politique qui est liée aussi, malheureusement, à la gestion du Parti socialiste de ces régions pendant des années, que tu as, moi j'ai été la semaine dernière à Dunkerque, il y a un effondrement, pour de bonnes et de mauvaises raisons sûrement, mais il y a un effondrement de l'attachement qu'il y a pu avoir des gens qui ont voté des années, mais la solution à ça, c'est d'y aller en ordre dispersé. Non, c'est d'aller chercher chaque électeur. Quand vous avez autant de déperditions, de gens qui sont indécis, de gens qui s'abstiennent et de gens qui hurlent avec l'extrême droite, il faut aller chercher chaque électeur sur des propositions et on fera l'alliance au 15 secondes à Daniel Simonet pour répondre. Les électeurs. Mais le deuxième tour, c'est pas un deuxième tour de présidentiel, c'est pas que les 2 premiers qui sortent. 15 secondes à Daniel Simonet, justement pour répondre à cette question sur le deuxième tour. Vous vous maintenez au deuxième tour si vous êtes en position de le faire ou pas? Les électeurs ne sont pas des robots qui répondent à des injonctions d'appareils. Notre méthode, comment on fonctionne? On est dans une démarche citoyenne. Notre méthode, nous avons des assemblées régionales représentatives qui représentent chaque assemblée citoyenne départementale avec l'ensemble des composantes politiques qui, le soir du premier tour, en fonction de chaque situation, prendront démocratiquement la décision. Et les électeurs et les élus, par ailleurs, seront libres. Bon, on voit bien que nous n'aurons pas la réponse ce soir. Vous m'en voudrez pas, Déborah Menzer, de ne pas vous redonner la parole sur ce sujet, parce que voilà, on va mettre un petit peu de, les primaires à l'UMP, il y a quand même eu des passages un peu qui n'étaient pas très glorieux. Ça ne fait que commencer, vous plaisez ou quoi? La primaire de désignation, ça ne fait commencer. On va se quitter avec un peu de douceur, s'il vous plaît, sur ce plateau avec l'image de fin. C'est le choix, on ne va pas se mentir. Nous, on aime. Et on vous recommande le nouveau spectacle de Valérie Lemercier. Elle est au Théâtre du Châtelet jusqu'au 8 novembre. Et puis d'autres dates sont prévues. Elle sera au Casino de Paris du 16 au 31 décembre. Est-ce qu'on a le temps de l'écouter un peu, Valérie Lemercier? Allez, on l'écoute.
La petite fille, c'est le seul que j'ai fait dans tous les spectacles. Je ne serais pas complète si je le faisais pas. Peut-être que j'ai jamais été une petite fille classique, on va dire. Donc j'ai besoin de le jouer. Le texte change. La petite fille n'est pas la même. Parfois elle a 6 ans, parfois 11 ans, parfois... Là, sa mère est psychanalyste. Donc elle a grandi dans le spectacle. Elle a grandi, mais il y a toujours, dans tous mes spectacles, une enfant. Voilà, Valérie Le Mercier, joyeuse, taquine, parfois grinçante, jamais méchante, mais aussi très touchante. Mais il faut se rappeler ce que disait Jacques Brel, désespéré, ce n'est pas triste. Il nous reste quelques secondes pour vous parler des dernières cabines téléphoniques qui vont être démantelées. On en compte encore 41 300 sur tout le territoire, contre 300 000 en 97. L'année où l'on en comptait le plus, c'est fini. Les files d'attente devant la seule cabine du quartier, les éclats de voix d'appels de longue distance avec des chants d'accents et des langues étrangères qui se mêlent. Fini les premiers fébriles messages laissés sur les répondeurs à cassette. On se retrouve à 14h30 à l'UGC par exemple. Et donc, on vous laisse avec Barbara, gare de Lyon. Je te téléphone de la station Rome. Sous la grande horloge, tu sais, près du portillon, nous prendrons le train.